Nous sommes samedi 7 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité, dont voici l'unique et les principaux titres. Cérémonie d'intronisation du tout nouveau chef des familles fondatrices de Bamako. C'était cet après-midi à suivre dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Les familles fondatrices de Bamako ont désormais un nouveau chef. Il s'agit à la personne de Titi Nyaré, dont l'intronisation a eu lieu ce samedi 7 février dans le strict respect des rites et traditions, les notes folkloriques, en présence de nombreuses personnalités religieuses, coutumières, diplomatiques et administratives. On en sait plus dans ce reportage signé par Mamadou Benchel Soumanou. La famille fondatrice de Bamako a officiellement un nouveau chef. Titi Nyaré a été intronisé ce samedi 7 février 2026 au cours d'une cérémonie haute en couleurs marquée par des chants et danses folkloriques traditionnelles, témoignant de la richesse culturelle et de l'héritage ancestral de Bamako. L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment des autorités religieuses, culturelles et gouvernementales. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Omar Kone, s'est réjoui de cette intronisation. Je suis très ravi aujourd'hui d'assister à cette cérémonie d'intronisation des chefs patriarches de Nyaré à Bamako ici. Au nom de son Excellence, le président de la région de l'État, le général d'Allah Assimi Goïta et le premier ministre général de la division Abel Mega. Je suis là au nom de l'ensemble du gouvernement du Mali pour magnifier notre joie et notre solidarité par rapport à cette intronisation et dire au chef patriarche que nous sommes toujours à son écoute et nous suivons toujours ses orientations. Tous les Maliens aujourd'hui sont contents par rapport à cette intronisation. Si cela doit signifier quelque chose, ça signifie que le Mali n'a pas oublié sa culture, le Mali n'a pas oublié sa coutume et que tous les Maliens, à travers leur coutume et leur culture, doivent quand même s'unir pour faire un seul bloc devant l'ennemi commun qui est vraiment le terrorisme, qui est vraiment la non-paix. Prenant la parole au nom de son père, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyd Badra Aliou Haïdra, a formulé des prières et bénédictions en faveur du nouveau chef de la famille fondatrice de Bamako. Il a imploré la paix, la sagesse et la longévité pour la réussite de sa mission. Nous tiendrons à remercier les autorités morales, administratives qui ont effectué le déplacement pour cette intronisation. À cette occasion, nous prions par la voix de notre cher père Assir Chérif Ousmane Baranedra, qui nous sommes là pour lui représenter. Alors, par sa voix, nous prions pour que cette intronisation puisse être le meilleur pour le Mali ainsi que le Bamako et ailleurs. Et nous prions pour le nouveau chef de la famille Nyaré, le chef de Bamako, de la longévité, la santé, de faire ainsi que les tâches qui lui seront confiées, alors soit succès, alors soit vraiment le meilleur pour l'ensemble des Maliens, de la population malienne. Aussi, nous prions que la paix puisse revenir le plus rapidement possible dans notre patrie qui est le Mali. Et nous prions pour tous les Maliens et tous les Maliennes que vraiment nous soyons toujours unis pour la bonne propagation de paix dans le Mali et ailleurs. Il convient de rappeler qu'au cours de cette cérémonie d'intronisation, plusieurs cadeaux symboliques ont été offerts au nouveau chef, aussi bien par le corps diplomatique que par de nombreuses autres personnalités venues témoigner leur soutien et leur considération. Voilà, retenez que le nom du nouveau chef des familles fondatrices de Bamako, c'est donc Titi Nyaré.
Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce samedi 7 février la cérémonie de graduation de la promotion 2024-2025 de l'école de santé de Bamako. C'était à la faveur d'une forte mobilisation du corps professoral, des parents d'étudiants ainsi que de nombreuses autorités administratives et sanitaires. Hassanatou Traoré pour le compte-rendu. Dans une salle archi-comble, l'émotion et la fierté étaient palpables. Il s'agit de la sortie de promotion 2024-2025 de l'école de santé de Bamako. Placée sous le parrainage de Cheikhna Malahian Kamara et reconnue pour son engagement et ses qualités humaines et professionnelles, la cérémonie a été marquée par des messages d'encouragement à l'endroit des nouveaux diplômés appelés à faire preuve d'abnégation, de courage et de persévérance dans l'exercice de leur future mission. Depuis 2002 jusqu'à nos jours. Et aussi, on est vraiment un ancien pour ce métier. Et je sais depuis au temps du papa Père son âme et aussi à nos mentors qui sont là avec nous. Donc l'ESB a formé pas mal de personnes. Et je suis sûr et certain que les produits qu'on vient de mettre tout de suite sur le marché, l'État peut vraiment bel et bien compter sur ces enfants-là. Je les conseille vraiment d'amener, c'est-à-dire ces flambeaux plus haut encore. Ils viennent de terminer leur vie étudiantine et ils vont rentrer dans la vie professionnelle. Et moi, je les conseille de prendre au sérieux le métier et aussi servir vraiment le peuple avec dignité et aussi vraiment à être patient, surtout avec les malades. Ces différents agents de santé se disent désormais prêts à servir la nation tout en contribuant activement à l'amélioration d'un système de santé sain et performant. De leur côté, les parents d'étudiants expriment un sentiment de fierté face au parcours et à l'engagement de leurs enfants. Puis vraiment, j'ai suivi toute la formation et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir envoyé mon enfant, en tout cas au niveau de cette structure. Compte tenu de tout ce que j'ai, tout le prestige, en tout cas que l'école a au niveau de les choses, au niveau de Bamako. Et plusieurs fois, je me suis rendu à l'école pour voir la qualité de l'enseignement. Moi-même, je suis enseignant de profession, pour rencontrer l'administration scolaire. Et vraiment, je ne regrette pas. Et je conseille, en tout cas, ceux qui veulent avoir une bonne formation en santé pour leurs enfants, d'envoyer leurs enfants à l'école supérieure privée de santé de Bamako. Très ému, le porte-parole des diplômés a exprimé toute sa gratitude envers l'école de santé de Bamako pour la qualité de la formation reçue. Pour les récipiendaires, l'établissement a été un véritable modèle et un foyer du savoir. Les remerciements d'abord à tous ceux qui ont été admis et mes encouragements pour ceux qui n'ont pas été admis. Ensuite, vraiment je suis très heureux et je remercie l'école, ensuite les parents qui nous ont aidés pendant ces années. Ces années d'études n'ont pas été du tout faciles, mais Dieu merci, on a pu. L'ESB est une référence parmi les écoles. Depuis que moi je suis venu, je cause avec les camarades de classe des différentes écoles, dans des différents hôpitaux, ensuite dans les cliniques aussi, nous faisons des stages ensemble. Vraiment, je cause avec eux, mais avec les formations acquises, l'ESB, vraiment, ça nous a donné une formation de qualité. Je remercie le bon Dieu d'avoir montré ces jours-là. Sans oublier notre papa de bonheur qui est Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Parce que c'est grâce à lui que moi je suis comme ça aujourd'hui, appelé agent de santé. Vraiment, je n'ai pas assez de mots pour le remercier. Que Dieu lui donne une longue vie. L'école de santé, la directrice et le directeur. Moment solennel de la cérémonie, les nouveaux diplômés ont prêté le serment d'Hippocrate, marquant ainsi leur entrée officielle dans le monde sanitaire. Par ailleurs, des trophées Chiwara ont été remis à certains enseignants en reconnaissance de leur savoir-faire et leur dévouement. Les majors de promotion ont été également honorés lors de cette journée mémorable. À présent, parlons culture. Le mémorial Modibo Keïta a abrité la cérémonie de la 4e édition de la journée culturelle de l'association Guidimaka Kafo. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 7 février. Le compte-rendu est signé par Aminata Traoré. Placé sous le signe de l'unité et de la transmission des valeurs traditionnelles ancestrales aux jeunes générations, l'association Guidimaka Faso, à travers cette journée, réaffirme son attachement à son identité culturelle et son engagement en faveur de la promotion de son patrimoine. L'objectif de cette cérémonie, c'est de rassembler toute la communauté de Guidimaka Bamako autour de notre culture et notre identité. Le programme est trop, il y a beaucoup de choses à faire. On va montrer d'abord la culture de Guidimaka, notre tradition.
donc notre façon de vivre. On va montrer aussi notre, comme vous avez vu, il y a le troupe de Guinimara, il y a la danse, la tradition. Et il y a des plans aussi, les anciens plats que nos mamans faisaient avant. On va montrer ça aux jeunes filles. Le message que j'ai lâché à nos jeunes frères est d'être prudents. C'est vrai qu'on est tous ici à Bamako, mais chacun donc, a une origine. Notre origine c'est Guinimara. Donc on demande les gens et les autres de passer à notre origine, de préserver cette origine. Donc de ne pas oublier que nous sommes ici de Guinimara. Venus divers horizons pour la circonstance, les participants ont à tour de rôle manifesté leur joie. Pour cette 4e édition, 2 panels sont à l'ordre du jour. Les mécanismes traditionnels dans la gestion des conflits, la cohésion sociale dans le Guinimara, formation et insertion socio-économique des jeunes femmes de Guinimara. Le parrain et la marraine, dans leur allocution, ont adressé leurs remerciements à l'association Guinimara Faso pour le choix porté sur leur modeste personne, avant d'insister sur la nécessité de préserver les traditions face aux mutations sociales et culturelles contemporaines. On est là aujourd'hui pour venir représenter notre marraine, Mme Kamsoko Kadiganeka. Donc elle n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de venir, mais elle m'a envoyé de venir représenter vraiment notre culture Soninkara. Donc on est émis, on est très contente. On va demander au bon Dieu que ce soit la première, pour que ce soit la dernière. Sentiment de fierté, de reconnaissance, sentiment d'appartenir à cette communauté soninké, à cette belle race soninké, de mère et de père de Chouch. Je suis de Guinimara, je suis parmi les dizaines de villages de Guinimara, je suis parmi les dizaines de noms de Guinimara. Voilà tout, je suis fier. Et puis c'est pourquoi j'ai accepté de parrainer cette rencontre, cette journée culturelle. Un appel à la cohésion, à l'union sacrée autour des valeurs de la culture soninké, autour des valeurs de la culture malienne. Cette journée culturelle qui met en lumière le patrimoine soninké, offrant un cadre d'expression et de promotion aux jeunes, traduit une image enracinée et résiliente, portée par la vitalité de sa culture et l'énergie de sa jeunesse face aux défis. Auparavant, le chant de l'hymne national du Mali en langue soninké avait donné le ton de la cérémonie. Danse et musique traditionnelle, expositions, défilés en tenue traditionnelle ont magnifié l'assistance. Voilà, c'est le Mali d'hiver. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en images en bref, commenté par Moussa Fomba. L'assassinat de Saïf el-Islam Kadhafi, commandité par l'Occident, selon un homme politique sud-africain. Cet assassinat a été commandité par l'Occident en collaboration avec la CIA, le MI6, le Mossad et bien d'autres, a déclaré à Sputnik Afrique Kobani Nzongana, chef du Land Party. Les pays occidentaux ont tenté d'installer diverses personnalités en Libye pour remplacer Muammar Kadhafi, a-t-il affirmé, mais Saïf el-Islam était une figure très influente. Le considérant comme un dirigeant raisonnable, ils ont d'abord essayé de négocier avec lui pour le rallier à leur cause, mais face au désaccord, ils ont conclu que le seul moyen de l'éliminer était l'assassinat, selon l'homme politique. Interrogé sur la manière dont les États africains pourraient se protéger contre l'ingérence occidentale, Zogana a cité la Chine et la Russie qui cherchent à sortir des millions de personnes de la pauvreté en investissant dans l'éducation, l'innovation, la puissance militaire et la souveraineté nationale. Ces mesures qui renforcent la loyauté populaire et la stabilité politique, note-t-il. Il a ensuite présenté une stratégie pour l'Afrique, renforcer les forces de défense sud-africaines, investir dans les technologies militaires modernes, construire un front uni au sein de la SADC, du Sahel et du Nigeria. En d'autres termes, parlez à vos frères nigérians et dites-leur, écoutez, pour vous, être loyaux envers l'Occident ne vous sera pas profitable. En réalité, ils vous attaquent. Unissons-nous et assurons-nous de renforcer nos forces de défense. La famille Kadhafi, de son côté, n'accuse personne suite à l'assassinat de Saïf el-Islam, dit son frère. Les rumeurs selon lesquelles nous accusons une entité ou une personne en particulier sont des pures inventions, a déclaré Al-Saadi Muammar Kadhafi sur les réseaux sociaux. La famille attend les résultats de l'enquête, a indiqué le frère cadet de Saïf el-Islam, en ajoutant « Nous avons confiance en la justice libyenne ». Saïf el-Islam, figure populaire, considéré comme un candidat potentiel aux élections libyennes en raison de l'héritage de son père et de sa position anticoloniale, a été assassiné mardi.
Des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles vendredi. Kiev retarde délibérément les discussions sur les conditions de la fin du conflit armé afin d'attendre que le président américain Donald Trump ne soit plus préoccupé par l'Ukraine en raison du début de la campagne pour les élections législatives, a rapporté l'agence de presse Strania. Les autorités ukrainiennes perçoivent les pressions potentielles de Trump comme une menace majeure et maintiennent donc une stratégie de report des discussions sur les conditions de la fin du conflit armé. À tout le moins, elle souhaite attendre que Trump se concentre sur les élections législatives et d'autres enjeux potentiels, ont souligné les analystes du média. Strania a également suggéré que Kiev, avec l'aide de ses partenaires européens et des républicains américains, cherche à persuader Trump d'exercer des pressions sur la Russie. Ils envisagent d'exploiter les désaccords entre Moscou et Washington concernant les conditions de règlement du conflit ukrainien et d'autres questions pour y parvenir. À l'issue des discussions à Abu Dhabi, Volodymyr Zelensky a réaffirmé son opposition au retrait des troupes du Donbass. Il a également déclaré que les États-Unis souhaitaient mettre fin au conflit en Ukraine d'ici l'été et qu'ils exerceraient probablement des pressions sur Kiev pour atteindre cet objectif. Il a laissé entendre que ce calendrier était motivé par des problèmes internes qui deviendront plus urgents pour eux. En novembre 2026, les États-Unis organiseront des élections de mi-mandat au cours desquelles les démocrates espèrent reprendre le contrôle du Congrès. Le Parti républicain examine actuellement le scénario d'une perte de sa majorité à la Chambre des représentants et au Sénat du Congrès américain à la suite des prochaines élections de mi-mandat, a écrit Axios. Pour la première fois, des stratèges républicains confient à Axios que la perte du Sénat, où les républicains détiennent une majorité de 53 sièges contre 47, est une possibilité réelle et qu'ils devront se battre plus durement que prévu pour conserver le contrôle, a écrit le portail. L'article affirme que permettre aux démocrates de reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès provoquerait un véritable séisme politique. La prise de contrôle du Sénat par les démocrates neutraliserait les 2 dernières années de mandat du président américain Donald Trump, écrit le site. Axios écrit que le Parti républicain est confronté à des élections sénatoriales serrées. Les principaux stratèges républicains reconnaissent que l'immigration et l'économie, les 2 enjeux qui ont permis la victoire de Trump en 2024, constituent désormais des handicaps, indique l'article. Les élections de mi-mandat au Congrès américain auront lieu le 3 novembre. L'ensemble des 435 membres de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers des 33 sénateurs seront renouvelés. Actuellement, les 2 chambres sont contrôlées par les républicains. L'Union européenne soutient l'initiative de reprise des échanges de vues avec la Russie alors que les appels se multiplient pour redoubler d'efforts dans la résolution du conflit en Ukraine. Par ailleurs, selon Politico, citant un diplomate européen, le principal conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron, Emmanuel Bon, s'est rendu à Moscou. Un diplomate européen anonyme aurait déclaré qu'il existe à Bruxelles une compréhension commune selon laquelle le contexte est très différent de celui de 2022 et que les récentes ouvertures diplomatiques étaient bien alignées avec celles des autres capitales, a écrit le portail. Emmanuel Macron avait précédemment annoncé son intention de s'entretenir au plus vite avec le président russe Vladimir Poutine en décembre 2025. À l'issue du sommet européen de Bruxelles, le dirigeant français a déclaré que le moment était venu pour l'Europe de renouer le dialogue avec la Russie. Selon lui, le format actuel des négociations sur l'Ukraine, où des représentants américains discutent à des termes d'un accord avec la Russie sans la participation des Européens, n'est pas optimal. Le 4 février, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie et la France interagissaient effectivement au niveau technique, mais que ces contacts étaient dépourvus de contenu significatif. L'Iran pourrait attaquer les bases américaines dans la région si les États-Unis frappent son territoire, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi dans une interview accordée à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. Nous n'attaquerons pas le territoire américain si Washington nous attaque, mais nous attaquerons ses bases dans la région, a-t-il déclaré. Araghchi a également souligné que le programme de missiles iranien ne sera pas abordé, ni maintenant, ni à l'avenir, car il relève de la défense. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a exclu toute possibilité d'exportation de stocks d'uranium hautement enrichi vers des pays tiers dans le cadre d'un éventuel accord avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. Le niveau d'enrichissement de l'uranium dépend de nos besoins. L'uranium enrichi ne quitte pas le territoire iranien, a-t-il souligné. Une nouvelle série de négociations entre l'Iran et les États-Unis en vue de résoudre la crise liée au programme nucléaire iranien s'est tenue le 6 février à Oman. La délégation iranienne était conduite par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et la délégation américaine par l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff.
C'est ce qui met fin à ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir.